Chers amis, c'est un plaisir pour moi de vous proposer cette interview qui pourra être vue sur le site de la Fraternité d'Abraham. Plaisir parce que je connais les deux invités à cette discussion, membres comme moi du comité directeur de notre association. Bonjour Bernard Rezambert, bonjour Roland Burrus. Bonjour. Alors, quelques mots de présentation pour les visiteurs du site qui ne vous connaîtraient pas. Bernard Rezambert, vous avez eu une carrière tout à fait prestigieuse qui a commencé par votre formation. Ingénieur au corps des mines, ancien élève de l'école polytechnique et de l'école des mines de Paris, vous avez été conseiller industriel et scientifique de Georges Pompidou à la présidence de la République, puis président de la Banque Edmond de Rothschild, vice-président des groupes Bolloré et Lagardère, et au-delà de votre carrière, vous avez présidé l'école polytechnique et l'Institut Pasteur. Et enfin, vous êtes grand officier de la Légion d'honneur. Roland Burrus, votre carrière a été aussi très riche. Diplômé de Sciences Po Paris, licencié en droit et en histoire, vous avez travaillé dans la finance et dans différents domaines axés sur l'international. Vous vous êtes engagé dans diverses actions associatives et vous avez un domaine d'intérêt particulier qui touche directement à l'environnement puisque vous gérez un groupement forestier familial. Alors, on va parler ensemble d'un ouvrage très riche dont je donne les références, Éthique et économie, comment sauver le libéralisme, point d'interrogation, publié fin 2020 aux éditions Humansis. C'est en fait une somme de textes dont l'objet commun est parfaitement résumé par le titre de ce livre. Je donne juste lecture des premières lignes de l'introduction qui a été écrite par notre président, Edmond Lille, et par Bernard Rezambert. Le libéralisme, dans son acception d'économie de marché, a permis à la sortie de la misère de centaines de millions d'habitants de notre planète. Il est maintenant attaqué, et singulièrement par les jeunes, car la mondialisation à laquelle il a conduit est défigurée par les malversations qui se multiplient et les écarts de richesse qui s'accroissent et deviennent indécents. Bernard Rezambert, vous avez rejoint le comité stratégique de notre association en 2009 et vous avez proposé alors l'esquisse d'un grand projet dont ce livre a été une des étapes. Quel était ce projet? Et il consistait à réunir dans une ville où l'esprit aurait soufflé, l'idéal étant bien sûr Jérusalem, mais à défaut, on pouvait imaginer une localisation à Paris, au Maroc ou dans d'autres lieux, de réunir 30 sages, je vais vous définir ce que j'entends par sage, dans ce lieu, et d'extraire de ce groupe des 30 sages une charte de l'éthique du libéralisme qui permettrait à celui-ci de continuer à fonctionner dans le monde entier, mais en ayant des résultats qui seraient, comment dire, plus dirigés vers la personne des 6 milliards d'habitants que nous sommes actuellement et qui éviteraient un certain nombre de tares du libéralisme tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Alors pourquoi 30 sages bon, je pourrais trouver dans des explications mathématiques à ce 30 qui est la somme des carrés des premiers chiffres, mais c'est pas du tout pour ça. 30 sages, c'est parce que il faudrait que chacun des habitants de la planète, c'est des 6 milliards d'habitants, se sentent représentés par les sages, et deuxièmement qu'il n'y ait pas un nombre de sages qui empêchent l'élaboration d'un texte. Alors vous savez qu'au bout d'un certain nombre que la réunion d'un trop grand nombre de gens ne se traduit pas par une formidable efficacité. Et donc le nombre de 30 nous a paru être celui qu'on est le mieux pour élaborer une telle charte. Alors les 30 sages, eh bien, ce serait ce que j'appelle pour ma part des entrepreneurs d'humanité, des patrons d'ONG, des prix Nobel de la paix, des prix Nobel d'économie, voilà, des gens qui ont vocation à... Alors, c'est assez détaillé déjà comme projet. Et bon, la première étape, Roland Burrus, ça avait été un numéro spécial donc, de la revue de la Fraternité d'Abraham. Et ce numéro s'appelait déjà Éthique et économie. Il a été publié en mars 2012. Et à l'époque, il semble qu'on restait sur l'idée de rassembler en priorité
les participations de représentants des religions monothéistes. Quelles ont été les signatures de ce numéro spécial et est-ce que déjà vous aviez commencé à élargir un peu le spectre des contributions en dehors de religieux? Oui, nous avions eu l'interview de Tariq Ben-Garay, qui est un consultant expert en finance islamique. Il y avait eu également Paul Debinski, qui est le directeur et cofondateur de l'Observatoire de la finance à Genève. Nicole El-Karaoui, qui est professeur de mathématiques appliquées à Pierre et Marie Curie. Tarek Oubrou, qui est un théologien et l'imam. Oui, bien connu, oui. Nous avions et Claude Rivlin aussi, qui est ingénieur général des mines et qui est professeur de gestion à l'école à Mines Paris. Enfin, nous avons aussi l'intervention de James Woody, qui est pasteur de l'Église réformée. Donc, c'était très varié comme spectre. Très varié, très varié. Alors, Bernard Reisenberg, une deuxième étape essentielle a été la création d'une fondation dont le nom était toujours Éthique et Économie. Et cette fondation a été cofondée par la Fraternité d'Abraham et par l'Académie des sciences morales et politiques, qui était présidée à l'époque par Bertrand Collomb, qui hélas est décédé donc depuis il y a 2 ans. Je pense que vous pouvez dire quelques mots pour lui rendre hommage et dire quel rôle il a joué pour la suite de ce projet. Eh bien, pour mener à bon port, autant que faire se peut, ce projet ambitieux, j'avais besoin bien sûr de partenaires prestigieux et j'ai pensé à la Fraternité d'Abraham parce que l'élaboration d'une telle réunion avec un tel objectif relevait parfaitement des objectifs de cette fraternité. Et puis, je suis allé voir la présidente de l'Académie des sciences à l'époque et qui a partagé mon enthousiasme pour le projet, mais qui m'a dit, écoutez, ceci relève davantage de l'Académie des sciences morales et politiques que de l'Académie des sciences, et donc allons trouver ensemble Bertrand Collomb, qui en est le président. Et il se trouve que Bertrand Collomb était également un de mes amis, mais je l'avais perdu de vue depuis quelque temps, je ne savais pas qu'il était président de cette académie. Donc nous avons été le voir et il a adhéré tout de suite au projet et a décidé de rejoindre la Fraternité d'Abraham et votre serviteur. Et pour concrétiser tout cela, nous avons créé une association de la loi de 1901, que nous avons d'ailleurs appelée Éthique et Économie, ce qui était le sujet de notre dessin. Et nous avons commencé à travailler. Et malheureusement, Bertrand Collomb, atteint d'une grave maladie, nous a quittés quelques mois plus tard. Alors, Roland Burrus, donc cette fondation a eu comme principale réalisation un cycle de conférences qui se sont déroulées entre octobre 2015 et juin 2017. Et elles se sont tenues dans un cadre prestigieux à l'Institut de France. Et je dois dire que je conserve un souvenir marquant de certains exposés dans la magnifique grande salle de réunion où les bustes des grandes figures de notre panthéon national semblaient écouter les propos de conférenciers qui étaient souvent très connus. On va en évoquer un certain nombre lors de cette interview, mais enfin des personnalités de premier plan. Combien y a-t-il eu de conférences au total et pouvez-vous nous donner les noms, peut-être pas de tous, mais enfin des plus connus? Il y a eu en tout 18 conférences qui se sont tenues à l'Institut de France. En fait, il y a eu 15 réunions de conférenciers et 3 conférenciers qui, eux, ont créé des groupes de travail de spécialistes des questions dont ils devaient traiter et qui nous ont rendu leurs travaux quelques mois plus tard. D'accord, donc disons au total 18 conférenciers pendant 1 an et demi à peu près. Voilà, nous avons eu les apports de 18 personnes, de 18 personnalités, et pas des moindres. Hein. Il y avait parmi eux notre prix Nobel d'économie, Jean Tirole et quelques autres, qui ont travaillé pendant plusieurs mois sur ce thème de l'éthique et de l'économie.
à fait. Alors, Bernard Eisenberg, votre ambition, donc, vous l'avez expliqué dès le début, hein, c'était donc de réunir la réflexion de sages venus du monde entier. Et en fait, les conférenciers n'avaient pas directement, eux, ce cahier des charges. Ils étaient plutôt des éclaireurs, ils apportaient des éléments de réflexion. Mais vous avez évoqué aussi tout à l'heure la représentativité qu'on attendait des fameux 30 sages. Alors, est-ce que vous trouvez que les 18 conférenciers, finalement, étaient représentatifs? Est-ce qu'ils ne venaient peut-être pas trop d'États occidentaux, disons? Non, il y avait deux, non, non, enfin, si vous avez raison en ce qui concerne les nationalités de ces membres. Nous n'avions que 2 ou 3 représentants de l'Asie du Sud-Est et une majorité donc d'Occidentaux. C'est vrai, et c'est dans le comité des sages, des 30 sages, nous pensions mettre une bonne dizaine, avoir une dizaine de représentants de l'Asie du Sud-Est, notamment, qui est prodigue en études de grande qualité sur tout cela, en religion, passionnante à observer également. Voilà, là, nous n'avons peut-être pas eu tout à fait une représentativité suffisante de cette région du monde, qui d'ailleurs bouge beaucoup en ce moment, enfin depuis quelques années. Mais les travaux, les textes que nous avons obtenus de ces 2 à 3 représentants de cette région sont encore une fois tout à fait passionnants. D'accord. Alors, nous aurons l'extrême qualité. Tout à fait. Alors, Roland Burrus, au-delà des conférenciers, l'important était bien sûr le public. Est-ce qu'on sait des choses sur les gens qui sont venus écouter ces conférences? Par exemple, est-ce qu'il y avait des grands chefs d'entreprise, des hauts fonctionnaires? Quel était le pourcentage de jeunes, d'étudiants qui sont venus? Oui, on avait pas mal de jeunes qui sont venus, des étudiants des écoles de commerce, et également des chefs d'entreprise. Enfin, c'était un public très varié. L'Institut a toujours été fait salle pleine. D'accord. Donc, finalement, oui, c'est vrai, je me souviens d'ailleurs, je n'ai pas pu assister à toutes les conférences, mais que c'était toujours plein. C'était toujours plein. Eh bien, écoutez, maintenant, on va parler du corps principal du livre, hein, bien sûr, et je vais le faire à partir donc d'un texte structurant, en quelque sorte, hein. Ce texte, ce sont les 15 questions, entre guillemets, qui ont été écrites par Bernard Eisenberg pour orienter la réflexion des fameux sages dont il nous a parlé tout à l'heure. Et alors, je vais être sincère, je n'ai pas tout lu dans cet ouvrage, mais j'ai essayé quand même d'aller dans les principales conférences, de voir finalement qu'est-ce qui venait en écho de ces fameux 15 points. Donc, je me propose de les passer tous en revue. Je vais citer au fur et à mesure quelques conférenciers, ainsi que des rapports de groupes de travail. Et bon, je poserai à chaque fois une ou plusieurs questions. Ces questions sont pour Bernard Eisenberg, bien sûr, puisque c'est lui qui les a écrites. Ces questions qui interpellaient les conférenciers. Mais Roland Burrus, bien sûr, vous pourrez intervenir à chaque fois que vous le jugerez nécessaire, hein. Alors, je commence par le premier point. Bernard Eisenberg, vous avez placé très logiquement la justice en premier, comme premier sujet à traiter dans une charte sur l'éthique du libéralisme. Et à mon avis, la conférence qui a abordé le plus frontalement ce sujet était celle de Chaim Korsia, grand rabbin de France. Alors Chaim Korsia rappelle qu'en hébreu, on a la même racine pour le juste, tzedek, et la charité, tzedaka. Et il dit, on ne donne pas pour se donner bonne conscience, mais pour chercher la justice dans le monde, et cela doit être une tâche perpétuelle. Mais il cite aussi Restif de la Bretonne qui a écrit « Le travail crée des inégalités justes », en ajoutant aussitôt que c'est une chose difficile à entendre en France où on confond égalité et égalitarisme. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, le concept de justice, d'abord, est un concept absolument essentiel. C'est pour ça que je l'ai classé en tête de liste des 15 points sur lesquels nous avons travaillé. Hein, pour prendre un exemple de l'importance,
la façon dont il a pénétré le monde entier. Il suffit d'écouter des enfants parler de la justice et dire et exprimer l'expression c'est pas juste. Vous savez que cette expression est universelle, elle se décline dans toutes les langues et c'est probablement la phrase la plus prononcée dans le monde. Donc ça veut dire tout de même que la justice est quelque chose qui devrait nous imprégner et qui ne le fait pas toujours, si j'en juge par le fait que les enfants déclarent qu'elle n'est pas là, que ce qu'ils vivent n'est pas juste. Alors, bien sûr, la définition de la justice, vous pouvez la trouver dans Confucius, même s'il n'emploie pas forcément le mot. Aussi, pour continuer à l'utiliser, je crois qu'il l'avait plus ou moins défini par le fait de ne pas faire aux autres ce que l'on ne souhaiterait pas qu'ils vous fassent. Tout à fait. Voilà, et c'est encore une fois un concept de base fondamental dont Raïm Corsia a effectivement parlé avec beaucoup d'émotion et en nous rappelant quelques préceptes du judaïsme. Très bien. Alors, le point 2 de votre liste est la dignité. Alors, vous dites qu'on peut l'appréhender de façon différente. Est-ce que c'est l'interdiction d'humilier? Est-ce que c'est ne pas transgresser les droits humains? Et là, petite réflexion que je me fais, on peut se demander si cette valeur ne relève pas plus du domaine politique que du domaine social. Et on se retrouve avec une difficulté si on veut que ce projet de charte soit le plus partagé possible. Pascal Lamy, qui a été directeur de l'Organisation mondiale du commerce, a fait une conférence intitulée « L'éthique de la globalisation ». Et dans cette conférence, il pose la difficulté d'établir une morale universelle, entre guillemets. Alors, d'un côté, dit-il, il y a l'approche dite westphalienne, où coexistent des États-nations fermés qui ont chacun leur morale. C'est en gros l'approche qu'on avait jusqu'au XIXe siècle. Et de l'autre, l'approche dite cosmopolitique, qui transcende des frontières. Et il dit, cette approche va prendre le dessus. Bon, il donne des raisons qu'il détaille, on n'a pas le temps de les voir, mais en même temps, il ne cache pas que cela va être difficile de s'entendre, surtout avec l'Asie, qui a d'autres normes culturelles que nous. Alors, Bernard Eisenberg, vous avez des contacts avec des dirigeants du monde entier, aussi bien dans le domaine des affaires que dans le domaine des sciences. Qu'est-ce que vous en pensez de ce fossé avec l'Asie? À mon avis, c'est le concept le plus important. Parce que c'est celui qui investit la personne humaine de sa personnalité, du respect qu'elle doit imposer aux autres. On peut vivre dans beaucoup de formes d'indignité, dans beaucoup de formes de problèmes, mais on ne peut pas vivre dans l'indignité parce que cela fait partie de notre colonne vertébrale de base. La dignité doit être partagée par l'ensemble des 6 milliards d'habitants. On ne peut pas la transgresser. Pascal Lamy, effectivement, en a parlé, bien parlé, abondamment. C'est un thème sur lequel on pourrait parler pendant des heures et des heures. J'imagine qu'il aurait et qu'il sollicitera l'attention des 30 sages le jour où ils se réuniront, compte tenu encore une fois de l'importance qu'il revêt à mes yeux, puisqu'il définit le côté humain de la personne et le respect qu'on lui doit. Tout à fait. Ça vaut la peine de citer Pascal Lamy, qui a fait une déclaration au cours de cette conférence assez importante, qui disait une valeur qui ne sait pas devenir un droit reste éloignée. Pour qu'une valeur devienne un droit, il faut une prescription, il faut un code et il faut un juge qui fasse respecter un code de valeur commun. Et je crois que ça te résume bien la Tout à fait. C'est bien dans l'esprit.
Très bien. Alors, le point suivant, le point 3, est la fraternité. Et vous dites que dans de nombreuses religions, la fraternité est présentée comme le fondement du devoir de solidarité et de justice envers son prochain. Et ce concept impose donc de travailler sur des biens communs, nationaux et surtout mondiaux. Alors ces biens, c'est l'énergie, c'est l'eau, c'est la nature, on en parle bien sûr de plus en plus. Alors Jean Tirole, prix Nobel d'économie, a fait un exposé que j'ai trouvé passionnant, qui s'appelait les limites morales du marché. Là, il cite les discours négatifs sur l'économie de marché. Par exemple, il dit on dit que ça favorise l'égoïsme et la cupidité. Mais en même temps, il dit que le marché est un lieu à la fois de compétition et de collaboration. Et il nous a donné des informations étonnantes. Par exemple, 36% des Français se disent opposés à l'économie du marché, selon un sondage. Alors c'est quand même assez fort dans la mesure où nous vivons dans cette économie de marché. Mais surtout, ce qui est étonnant, c'est que la redistribution grâce à l'imposition, chez nous, Français, elle rend les écarts de richesse bien moindres qu'aux États-Unis. Finalement, comment imposer des normes universelles de fraternité avec des vues culturelles aussi différentes, par exemple entre les Français et les Américains? Oui, il faudra du temps. Il faudra du temps pour faire évoluer les mentalités, surtout du côté américain, j'espère. Nous avons, comment dire, une très forte impression au sens fort du terme de fraternité qui est imprimé chez nous, dans nos cerveaux, dans nos comportements, soit qu'il le demeure et que les Américains prennent le chemin que nous avons pris nous-mêmes il y a bien longtemps, et voilà, ils nous rejoignent. J'espère bien qu'ils iront davantage dans notre sens que nous irons dans le leur. Tout à fait. Juste un petit point d'actualité que je voudrais citer, c'est bien sûr ça s'est passé bien après ce cycle de conférences, mais l'accord qu'on a eu entre les puissances du G7 sur finalement un taux d'imposition unique et universel, en particulier pour les grandes multinationales, c'est quelque part au niveau de la redistribution, et c'est quelque chose de tout à fait récent et inattendu. On espère que ça va être accepté ensuite à l'échelle mondiale. Alors, je reviens donc à votre texte, je dirais, fondateur. Le point 4 que vous citez, c'est la solidarité. Michel Camdessus a fait un exposé très brillant, et d'ailleurs cet exposé reflétait bien la richesse de son parcours. Il faut rappeler qu'il était ancien directeur du Trésor, puis gouverneur de la Banque de France, puis directeur du Fonds monétaire international. Et le titre de son exposé, c'est « Vers une éthique économique pour le XXIe siècle ». Et vraiment, j'ai eu l'impression d'une vue de notre planète, mais vraiment avec une hauteur extraordinaire. Tout était dit, perspectives démographiques, commerce international, évolution sociale, changement climatique, et c'était posé avec des interrogations parfois inquiétantes. Effacement de l'Europe dans un monde où manque un leadership international. Et ce qu'il n'avait pas prévu, Bernard Reisenberg, c'est la pandémie qui nous a frappés depuis plus d'1 an. Alors, est-ce que la solidarité a été sérieusement ébranlée dans ce monde où finalement on a vu chacun se battre, fermer les frontières, etc., pour avoir des doses de vaccins, ou est-ce qu'au contraire vous avez l'impression que cette solidarité, quelque part, elle a été mise en œuvre? Elle a été mise en œuvre au niveau des individus eux-mêmes, peut-être davantage que de leur gouvernants, je ne trouve pas spécialement des nôtres, mais de ceux d'autres pays lointains. En fait, la solidarité, c'est un phénomène qui, lui, a une certaine consistance pour des raisons darwiniennes. Nos ancêtres, d'il y a quelques centaines de milliers d'années, et a fortiori davantage d'il y a quelques millions d'années, ont dû s'entraider, renforcer leurs liens pour échapper aux dangers que la nature présentait à l'époque pour eux, les bêtes féroces et bien d'autres problèmes. Et quelques milliers ou dizaines de milliers de décennies plus tard, eh bien, il nous reste probablement dans nos comportements, dans nos cerveaux, des traces de cette nécessité
ancienne, qui va petit à petit s'affaiblir, bien sûr, parce que nous ne vivons pas dans le même contexte. Et donc, voilà, la solidarité est un phénomène, je dirais, qui est peut-être celui qui devrait encore aujourd'hui être le plus répandu, ce qui n'est peut-être pas tout à fait, c'est-à-dire que nous quittons le darwinisme, le darwinisme dans ce domaine agit peut-être plus rapidement que je ne le pense, et c'est bien dommage, je veux dire, mais l'être humain n'est pas fait pour vivre seul, hein, il a besoin bien sûr de ses parents, de ses enfants, de ses amis enfants, à l'aube de sa vie, et plus tard d'amis adultes qui l'entourent. Voilà, c'est un phénomène naturel très fort. L'homo economicus est aussi un homo empathicus. Tout à fait. Alors, on passe au point 5 de votre plaidoyer qui parle d'un sujet qui devrait tous nous interpeller puisqu'il s'agit du travail des enfants. Et vous dites, encore aujourd'hui, dans de nombreux endroits, l'enfant est traité comme un esclave, incapable de se défendre des prédations dont il est l'objet. Son enfance lui est volée. Alors, pouvons-nous appliquer partout, sans nuance, les règles qui régissent l'éducation dans les pays d'Occident? C'est une question que vous posez. Et là, moi, ça a suscité chez moi deux questions. D'abord, est-ce que, finalement, implicitement, vous dites on peut tolérer ce travail ailleurs que chez nous. Est-ce que ce ne serait pas une forme de relativisme culturel et quelque part une forme de mépris pour les autres peuples de dire bah oui, bah, chez eux, le travail des enfants est possible? Moi, je crois que la solution de ce problème, c'est qu'il faut partout dans le monde, c'est déjà le cas dans plusieurs pays, en particulier dans le nôtre qui soigne ses enfants depuis longtemps, il faut que l'enfant puisse atteindre un niveau conceptuel suffisant pour qu'on puisse le lâcher dans la vie, si j'ose dire, qu'il puisse abandonner l'enfance. Voilà, alors bien sûr, tout dépend un peu du niveau de compétence qu'on souhaite lui octroyer. Chaque pays a dans ce domaine ses idées. Je trouve que pour une fois, ce qui se passe en France pourrait peut-être servir de modèle dans le monde. Voilà, tant qu'il n'y a plus d'enfants sacrifiés sur le terrain du travail des enfants. Le travail des enfants n'existe plus, et le respect des enfants, de l'éducation à leur donner existe au contraire, lui, pleinement. Et même si le chemin à parcourir dans le monde sera probablement long et compliqué, eh bien, il faut que ce chemin soit emprunté le plus rapidement possible partout. Mais quelque part, enfin, je fais part d'un sentiment personnel, malheureusement, cette thématique a été peu évoquée par la plupart des conférenciers. Et je pense en particulier à l'exposé d'un professeur chinois, bon, qui représente quand même un pays où ce travail des enfants est régulièrement dénoncé par les ONG. Alors bon, ce professeur reconnaissait un déficit d'éducation pour une partie de la jeunesse, mais voilà, mais la raison, déficit d'éducation, parce qu'ils ne font pas d'études, mais ils ne font pas d'études parce qu'ils travaillent très jeunes, ce n'était pas directement évoqué. Alors, je passe au point 6, donc l'égalité des chances au départ. La politique de l'enfant unique en Chine, c'est quand même accompagné aussi d'une politique d'éducation de cet enfant. Ah oui. Les choses ont progressé fortement dans ce pays. Ça a permis, à votre avis, d'augmenter la scolarisation. Faire d'énormes progrès par rapport à la situation qui préexistait. D'accord. Alors, donc le point 6, hein, c'est l'égalité des chances au départ. Et comme vous le dites très justement, on ne peut pas imposer le même milieu familial. Et il y a des bouleversements technologiques, donc sans cesse destruction de métiers, création d'emplois de type nouveau. Et là, j'ai trouvé dans l'exposé de Angel Gurria, qui était à l'époque de cette conférence secrétaire général de l'OCDE, des éléments d'information intéressants sur le fait que l'OCDE réfléchissait
beaucoup au sujet et que, en particulier, les programmes d'éducation nationale doivent être adaptés et réadaptés au savoir du 21e siècle. Alors, Bernard Reisenberg, j'évoquais votre cursus, votre carrière. Vous avez réussi donc les concours les plus prestigieux. Quel regard portez-vous sur la panne d'ascenseur social dans notre pays, en France? Écoutez, je fais partie d'une époque où l'ascenseur social fonctionnait bien, avec efficacité et à la fois dans les résultats et dans la progression qu'il faisait parcourir aux enfants, et peu d'enfants de qualité pouvant monter, prendre cet ascenseur social étaient négligés. Je ne sais plus aujourd'hui, j'avoue mon ignorance. Je ne sais, pour prendre un exemple, je ne sais pas quelle est l'efficacité de notre système de bourse aujourd'hui. Est-ce qu'il est aussi efficace que celui dont j'ai bénéficié? Celui-là, passait par un concours, le concours des bourses, et quand vous aviez réussi ce concours, eh bien, vous aviez toutes les chances de pouvoir être pris en charge par l'État, enfin vos parents financièrement, qui en avaient bien besoin, puisque vous aviez passé ce concours. Et voilà, et le résultat était celui de la promotion de... Moi, j'ai beaucoup de camarades qui ont fait d'autres écoles que la mienne, et que je retrouve maintenant à la tête de grands groupes que je côtoie. Oui. Et c'est pour moi, comment dire, un grand réconfort intellectuel de m'apercevoir que nous sommes tous issus de milieux modestes et que, voilà, nous avons, par chance aussi, en partie, tout de même, mais nous avons réussi à gagner du galon dans la hiérarchie sociale. Alors, le galon de la hiérarchie sociale n'est pas forcément la chose essentielle. Il faut quand même qu'un certain nombre d'enfants y accèdent parce que c'est ce qui crée, là on rejoint le concept de solidarité, c'est ce qui crée quand même des sociétés qui, comment dire, voient leur population se développer de façon importante. Et voilà, pour ma part, j'y pense souvent. Je vois d'où je suis parti et je suis toujours ému et je pense que ça prend une place importante dans mes jugements et dans mes Tout à actions. fait, tout à fait. Alors, on va passer maintenant rapidement sur le point 7 de votre plaidoyer, l'égalité homme-femme. Je dis rapidement, alors que c'est un sujet fondamental, ça concerne la moitié de l'humanité quand même, mais ce n'est pas du tout pour évacuer le sujet. Simplement, je n'ai pas relevé de conférenciers traitant le sujet en détail et c'est vraiment dommage. Alors, quel regard portez-vous personnellement là-dessus? Parce que, vu de France, on a l'impression que l'imposer dans des pays qui ont des normes culturelles différentes des nôtres sera difficile. Est-ce que vous êtes un peu plus optimiste que moi? Non, pas forcément. C'est-à-dire, tout de même, il serait temps de la pratiquer, cette égalité, d'abord chez nous, en France, avant de la pratiquer dans le monde entier. Je veux dire, quel gaspillage de penser quand on voit la façon dont notre pays s'est gouverné depuis quelques millénaires, comment il s'est développé, comment il a créé cette fraternité dans son sein, cette solidarité. Eh bien, en tout cas, pas grâce au gouvernement des femmes, pour la bonne raison que nous ne l'avons jamais appliqué, ou de façon tellement faible que ça n'est pas significatif. Donc voilà, je considère que c'est là un gâchis fantastique de l'humanité, et notamment de l'humanité développée, à laquelle nous, Français, avons la chance dont nous, Français, faisons partie. Et qu'il serait peut-être temps quand même qu'au-delà des quelques rares lois ou tendances pour permettre aux femmes de partager réellement notre destin en dirigeant à égalité avec nous ce destin, il serait temps que tout ceci soit pratiqué et qu'on puisse donner l'exemple dans le monde. Et puis j'espère que le monde suivra. Parfait.
Alors, il y a le point suivant, le point 8, intitulé Le pouvoir dans l'entreprise, et on peut coupler ce sujet avec votre point 13, hein, dans lequel vous avez donné un titre assez long, Société, éthique et vocation d'entreprise. Et c'est-à-dire, vous avez évoqué plusieurs éléments, hein, des constats assez négatifs, les patrons uniquement relais de leurs actionnaires, les travailleurs poussés au chômage, la précarisation de la condition salariée. Alors, je me suis posé comme question, pourquoi ne pas avoir invité comme témoins à ces conférences des chefs d'entreprise, finalement, pour présenter un peu leur point de vue là-dessus, parce que ce sont eux qui sont accusés de cette gestion, de ce management brutal. D'ailleurs, on peut se poser la question plus généralement sur l'ensemble de nos travaux et de nos travaux à venir. Il n'y a pas de chef d'entreprise. Pourquoi je vais vous dire une réponse qui ne me satisfait qu'à moitié, parce que d'une certaine façon, j'ai eu peur que les quelques chefs d'entreprise, sur les 30 sages, il n'aurait été que, je ne sais pas, une demi-douzaine peut-être. J'ai eu peur que l'un de ces chefs d'entreprise ne subisse le sort du patron d'un grand groupe automobile allemand récemment, hein, et ne laisse apparaître des malversations dans la gestion de son entreprise, ce qui mettrait fin aux travaux des 30 sages, je veux dire, les condamnerait. Donc voilà, j'ai été prudent, peut-être trop prudent. Je comprends tout à fait qu'on puisse avoir un sentiment différent. Je n'ai pas voulu prendre le risque de l'apparition d'un de ces chefs d'État, pas d'État, pardon, d'entreprise. Entreprise. J'ai cité les Allemands parce qu'effectivement, on les a beaucoup parlé dans le domaine automobile, mais je veux dire, je pourrais citer d'autres groupes américains, européens, bien sûr, voilà. Des grands banquiers. Ou des grands banquiers. Ou des banquiers, tout à fait. Alors, on n'a pas le temps, bien sûr, de tout aborder en détail. Je vais juste quand même personnellement citer un chapitre qui n'est pas une conférence, mais c'est un rapport d'un des groupes de travail dont on avait parlé au début, signé par Stanislas Daudifré, pour ceux qui liront le livre. Donc lui-même avait travaillé dans la banque et le conseil. Et lui, bon, j'ai gardé, comment dirais-je, une certaine impression optimiste parce qu'il dit, finalement, les entreprises vont être obligées d'optimiser leurs relations. C'est un garant de leur durabilité parce que, eh bien, on ne peut pas faire un management uniquement brutal. Il y a d'autres ressources à manager. C'est pas seulement une entreprise, c'est pas seulement des produits et des services. Et c'est ainsi que des règles du jeu vont devenir inéluctables un peu partout. C'est vraiment intéressant pour ceux dont on redonnera les coordonnées, bien sûr, pour acquérir le livre en fin de conversation, mais pour ceux qui le liront, je recommande vraiment de lire ce chapitre. Alors, c'est un thème tout à fait à la mode. Hein. Je veux dire, on a vu récemment un grand patron d'entreprise, dont je tairai le nom, et une grande syndicaliste co-signer un article dans un grand journal sur ce thème. Tout à fait. Pour la nouvelle vocation, si j'ose dire, pour simplifier des entreprises, les entreprises à mission, enfin toutes ces réflexions qui sont en cours et qui ont d'ailleurs donné lieu à une première réforme, la loi Pacte, il y a quelques mois, un peu plus que ça, 2 ans maintenant. Alors, le point 9, là, vous avez choisi un mot très fort, la cupidité, et vous donnez des chiffres, les inégalités de revenus et de fortune qui ont atteint des niveaux sans précédent depuis un siècle. Alors, par exemple, 8% de l'humanité reçoit 50% du revenu mondial, 1% en reçoit 15%. Bon, voilà, mais en même temps, ça c'est le global, mais dans un même pays, l'écart des rémunérations explose. Alors, vous avez donné d'ailleurs une interview au quotidien L'Opinion, et vous avez été tout à fait transparent, hein, vous avez dit, lorsque j'ai été directeur de la financière Edmond de Rothschild, mon salaire était de 12 fois le SMIC. Maintenant, l'écart est de 1 à 600. Oui. Voilà. Il est de 1 à 600 dans beaucoup de cas. Dans mon cas, non, il n'est pas de 1 à 600, il est à 20 ou 30. Hein. Voilà. Mais cet écart en moyenne aux États-Unis était quand même de 1 à 200 pour les petits employés et les PDG donc, aux USA. Alors, il y a eu un exposé très intéressant de Narayana Murthy, qui est le PDG d'une société indienne. Il a vraiment centré sa conférence sur le sujet et il a rappelé
quelque chose d'assez horrible, à savoir que la cupidité a été longtemps présentée comme quelque chose de positif à Wall Street. C'est-à-dire que plus quelqu'un gagnait finalement des fortunes colossales et très rapidement, plus il apparaissait comme une sorte de héros contemporain. Alors, quel conseil donne justement Narayana Murthy pour, en quelque sorte, négativier ces personnages, pour les forcer à être plus moraux, en quelque sorte? Moi, je vais vous donner ma réponse à cette question difficile. Il faut créer dans une entreprise, comme dans toute société de toute nature, hein, les villages médiévaux ou dans d'autres domaines bien antérieurs, il faut créer du consensus. On ne peut pas vivre en groupe si on ne partage pas un minimum de respect pour la personne qu'on a en face de soi. Et comment voulez-vous créer du consensus quand vous mélangez des gens qui gagnent 600 fois ce que gagne votre voisin? Ça me paraît difficile, voilà. Donc, pour créer de la cohésion, du consensus, et pour augmenter peut-être par là la rentabilité des entreprises, créer une productivité accrue, il me semble qu'il faut limiter cette cupidité. Vous voyez, mourir le plus vieux du cimetière ne me paraît pas, comment dire, le meilleur objectif pour les chefs d'entreprise. D'accord. Je voudrais également citer Jean-Claude Lecomte, hein, qui a fait une carrière dans la banque et la finance. Et donc, il lui propose un code éthique dans un des rapports donc des groupes de travail. Hein, ce n'était pas une conférence, mais c'était un rapport écrit. Bien sûr, alors, il évoquait la crise mondiale de 2007-2008 qu'on venait de vivre. Et on en avait tous parlé à l'époque, c'était la crise des subprimes, une économie financière qui s'était complètement éloignée du monde réel. Est-ce que vous avez l'impression que à l'avenir, on risque de revoir ce genre de crise et que voilà, comment sentez-vous la situation? J'espère qu'il y a eu peut-être un petit retour en arrière et que ce phénomène est devenu cette inégalité des revenus et des fortunes. Comment dire, les choses se sont un petit peu arrangées, le sujet peut-être moins brûlant qu'il n'a été, mais je n'en suis pas sûr. En tout cas, il faut lire justement, pour pouvoir se faire une opinion, le rapport de Jean-Claude Lecomte qui est passionnant sur tout cela. Tout à fait, tout à fait. Et qui donne également des chiffres et des données. Bon, je veux dire qu'on apprend énormément d'ailleurs en lisant cet ouvrage, mais là en particulier. Alors, on va tomber sur quelque chose de plus moral en quelque sorte, le point 10, moins technique, la philanthropie. La philanthropie, vous écrivez, elle peut être une façon de créer du terreau pour le créatif, pour le bénévolat, l'hybridation, le métissage culturel. Partout dans le monde, le système associatif joue un rôle rapidement et spectaculairement croissant dans les relations humaines. Je voudrais juste souligner ce que vous disiez tout à l'heure, hein, parmi les 30 sages, des représentants d'ONG, par exemple, qui viendraient et qui parleraient de leur travail. Mais alors, pour la philanthropie, il y a un fait quand même qui est un peu dérangeant, c'est le fait que quelque part, c'est une façon pour les riches de s'acheter une bonne conscience. Et alors, ce qui est dérangeant, c'est de se dire que la philanthropie de pouvoir. Alors, bien entendu, tous les philanthropes n'ont pas de mauvaises intentions, mais certains clergés, certaines mouvances religieuses, non seulement n'ont pas quelque part fait régresser la pauvreté, mais instrumentaliser aussi le caritatif, hein, sans citer d'exemples précis. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je suis un petit peu partagé. Je trouve que faire communier le plus grand nombre de gens possible dans le caritatif à des niveaux modestes pour beaucoup, c'est une façon quand même de recréer aussi de la solidarité et de renouer avec cette hybridation que vous avez signalée en commençant, participer à ce métissage culturel. Donc voilà, moi je suis quand même pour
la philanthropie, mais ça n'est pas elle qui résoudra le problème de la cupidité tel que nous l'avons vécu et tel que nous vivons probablement encore en partie. Voilà, la philanthropie est nécessaire. Ça n'est pas la solution du problème, mais comment dire, décliner la solidarité à la fois en donnant et à la fois en recevant, mais en recevant de façon active, en jouant un rôle dans le champ associatif. Je crois que c'est nécessaire. C'est une façon de répandre ce concept de solidarité dans l'ensemble de la population, et ça me paraît aller dans le bon sens. Très bien. Alors, votre point 11, c'est la corruption. Vous dites qu'elle donne une image dégradée du libéralisme. Mais la question que je me suis posée, c'est au-delà du libéralisme en tant que système économique, est-ce que ce n'est pas d'abord très dépendant du cadre politique? Parce que si on a un système totalitaire comme en Chine, ou simplement dictatorial, hein, comme dans beaucoup de pays en voie de développement, une justice indépendante, elle est impossible. Et la corruption, à ce moment-là, reste difficile à punir. Autrement dit, est-ce que la corruption, finalement, nous pouvons, nous, les gérer dans nos démocraties, et encore plus ou moins bien, mais alors que c'est quasiment impossible dans une grande partie de la planète? Je crois que c'est très difficile, cette corruption est très difficile à traiter. Bon, j'ai été pendant pas mal d'années au collège de l'autorité des marchés financiers, de la COB d'abord, et puis de l'autorité des marchés financiers ensuite. Et donc j'ai vu passer des dossiers de corruption d'importance. D'abord, en France, nous avons la mauvaise habitude de ne pas les traiter comme ils le méritent, c'est-à-dire par des peines importantes et décourageantes. Hein. Nos peines sont ridiculement faibles. Donc, moyennant quoi, la corruption continue à exister. Et puis j'exagère, là, je caricature, mais d'une certaine façon, dans certains cas, elle fait presque partie des mœurs. Alors voilà, on la combat mollement. Mollement. En tout cas, bon, alors elle n'est pas généralisée, n'exagérons rien, Dieu merci. Elle donne des rides au libéralisme. Et je pense que si le libéralisme continue à exercer ses effets bénéfiques, il faudrait qu'il se débarrasse de ce genre de rides. Tout à fait, tout à fait. Alors, je vais vous laisser parler vous-même uniquement sur le point 12, bien marchand et bien non marchand. Bon, c'est un sujet qui est directement lié à l'environnement. Est-ce que vous pouvez préciser à nos auditeurs de quoi il s'agit, bien marchand ou non marchand? Un exemple extrême de bien non marchand qui n'est pas considéré encore comme un bien non marchand, mais qui sera peut-être un jour. La forêt amazonienne est une forêt qui, quand même, résout une partie de notre problème d'excès de gaz carbonique, une partie importante. Pourquoi ne payerait-on pas aux propriétaires de ces forêts au Brésil une espèce de dîme correspondant au fait que, grâce à eux, eh bien, nous réduisons l'impact du gaz carbonique dont l'effet climatique est bien connu? Pourquoi n'y a-t-il pas une taxe qui serait payée aux producteurs de forêts, de bois, qui ferait pousser des arbres de la même façon qu'on paye une taxe aux pays producteurs de pétrole? Et pourquoi ne ferait-on pas payer aussi un jour, pardonnez-moi, une taxe aux Inuits ou aux Esquimaux de je ne sais quel pays nordique qui ont des réservoirs d'eau douce sous leurs pieds, qu'on sera peut-être bien content d'utiliser un jour. Donc, voilà, bien non marchands sur lesquels on devrait statuer, c'est qu'on devrait encourager ceux qui ont la chance de les avoir à proximité de chez eux, qu'on devrait encourager ceux-là à utiliser, à les préserver. À préserver pour notre futur. Futur commun, tout à fait. Alors, votre point 14, c'est la pauvreté. Vous donnez des chiffres. Hein. Dans le monde aujourd'hui, bien, on n'est pas dans un monde idéal. Hein. Il y a 1,5 milliard d'habitants qui vivent avec moins de
$1,5 par jour. 2,5 milliards d'habitants vivent avec moins de $2 par jour. Mais en même temps, le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté dans le monde a été divisé par 2 en 40 ans. Donc il y a eu indiscutablement un transfert partiel de la production industrielle vers les pays à bas salaire. C'est bien sûr la mondialisation. Et le ricochet, ça a été d'introduire de la pauvreté et du chômage dans les anciens pays riches, comme le nôtre. Alors, comment un code éthique peut modifier la donne rapidement là-dessus? Parce que ces questions de mondialisation, là, je parlais tout à l'heure du G8, mais on est tout à fait à un autre niveau. C'est beaucoup plus la politique internationale qu'au niveau d'un code, d'une charte. Alors les choses s'améliorent tout de même lentement. Il y a une croissance de la richesse mondiale, du PNB mondial, qui subit des éclipses. Probablement c'est le cas en ce moment. Mais il y a tout de même un mouvement qu'on en sort très 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 lentement de cette pauvreté. Et j'avoue que je n'ai pas pour ma part de martingale pour aller beaucoup plus vite. Encore faut-il en éviter les effets les plus néfastes, bien sûr, faire en sorte que les plus pauvres aient accès à un minimum de soins gratuits et bien sûr à la nourriture, c'est-à-dire puissent survivre et un peu plus que survivre. Et il faut augmenter chaque année un peu ce petit plus. Je n'ai pas malheureusement de solution au problème de la très grande pauvreté actuelle. Tout à fait. Alors le dernier point, il est tout à fait d'actualité, il est intitulé « Environnement, écologie positive et climat ». Vous mentionnez la nécessité d'en agir ensemble pour sauver la planète et assurer la transition énergétique, et bien sûr, vous citez la COP 21. Et il y avait donc parmi les rapports celui de Michel Badré, qui est un polytechnicien comme vous, qui a eu une riche carrière de haut fonctionnaire et qui a donné à la fois un historique et plusieurs recommandations. Alors je recommande aussi fortement aux lecteurs de cet ouvrage donc la lecture de ce chapitre passionnant. Mais j'ai des questions un peu précises pour vous. D'abord à propos du principe de précaution. Ce principe de précaution a été théorisé un peu par le philosophe Franz Jonas. Il y avait une éthique simple, s'interdire d'entreprendre toute action qui pourrait mettre en cause l'existence ou une qualité de vie future sur Terre. Alors vous savez que ce principe a été mis en avant en Allemagne pour arrêter l'utilisation de l'énergie nucléaire. Or, pour rappel, vous avez été au cabinet de Georges Pompidou au moment du lancement de notre programme électronucléaire, qu'on n'aurait donc jamais pu lancer avec ce principe de précaution. Qu'est-ce que vous en pensez? Deux choses. La première, c'est que ça se traduit en Allemagne par la réouverture des centrales à charbon qui sont les plus polluantes qui soient. Je veux dire que l'Allemagne est maintenant sur le chemin d'une augmentation du gaz carbonique produit sur son territoire et d'une augmentation massive par ce réallumage de ces vieilles centrales qui en plus ont des rendements déplorables. Et puis c'est vrai que c'est un vrai problème, le problème écologique, un énorme problème que nous avons devant nous. Je vais vous dire ma martingale, au risque de vous faire sourire et de faire sourire ceux qui m'auront entendu. Je crois qu'il faudrait que quelque part, aux Nations Unies, ça serait l'endroit idéal, bien sûr, puisque c'est là qu'on regroupe tous les États du monde, on décide d'affecter, par exemple, 50 milliards d'euros, pas d'euros, ce sera des dollars, hélas, mais peu importe, 50 milliards de dollars, ça ferait 2 milliards pour la France, en gros, compte tenu de la France dans le monde, au problème de la climatologie et en particulier au problème de la réduction au sens chimique du terme du gaz carbonique, du fameux CO2, et à des études et dont on pourrait aussi consacrer une partie à des études de biologistes sur les enzymes gluten qui consomment du gaz carbonique, et il y en a par chance,
Non, je veux dire par là que si on donnait des moyens absolument énormes aux meilleurs chimistes du monde, partout dans le monde, en allant les chercher, en donnant ces moyens, est-ce qu'on ne trouverait pas une façon de résoudre le problème de ce trop-plein de gaz carbonique plus rapidement que la recherche qui est faite actuellement, au jour le jour, je veux dire, sans élan, tant qu'il y ait quelque part une autorité qui pousse, qui impulse dans ce domaine. S'il y a bien un domaine dans le monde où il faut impulser actuellement, donc voilà, je lance un appel aux États et aux chimistes pour qu'ils ont des moyens des États et du talent scientifique des chimistes fassent qu'on résolve le problème rapidement. Que ce soit pas uniquement, enfin qu'on ne raisonne pas uniquement en diminution effectivement d'impact carbone, mais d'empreinte carbone, mais de piéger finalement celui qu'on ne peut pas éviter d'émettre. Le décomposer en carbone et oxygène, hein, je veux dire, il y a qu'encore une fois, on mobilise, mais au sens fort, super fort du terme, les chimistes, avec des moyens essentiels, importants, au niveau de l'ensemble de la planète, pour trouver des façons d'avancer sur ce thème. Tout à fait. On ne pas qu'on n'y arrive eh bien, on arrive tout doucement à la dernière partie de notre entretien. On a déjà été ensemble pendant 1 heure. Je vous remercie pour votre patience, mais c'était question vraiment de fond dont on a parlé. Et on arrive donc aux suites donc de ces conférences, hein, dont je rappelais tout à l'heure qu'elles sont étalées pendant 1 an et demi. Alors, première question pour l'édition de tous ces documents, ça a été le travail de Roland Burrus qui a joué un rôle essentiel comme chef de projet. J'imagine que ça n'a pas été simple. Alors, question pratique, comment acquérir cet ouvrage? Eh bien, cet ouvrage peut être acquis en faisant signe à son libraire, mais on peut aller aussi sur les plateformes d'Amazon, de la FNAC. Mais j'ai récemment appris que l'éditeur avait encore en stock un certain nombre d'ouvrages et qui peuvent être distribués par le libraire de chacun. Parfait. Alors, le deuxième point donc, qui a été évoqué d'entrée par Bernard Reisenberg, c'est ce projet donc, de réunir des sages en conclave. Bon, finalement, ça n'a pas encore abouti. Qu'est-ce qui a bloqué Bernard Reisenberg depuis les conférences? C'est-à-dire que c'est un projet d'abord très, très nouveau, tellement nouveau qu'il intimide, et donc je n'ai pas eu beaucoup de support du point de vue des États ou d'autres structures, sauf finalement d'un État, le Maroc, qui a regardé très près la possibilité de tenir chez lui la réunion des 30 sages, et puis ça ne s'est pas fait pour différentes raisons. Et voilà, je le regrette d'ailleurs, parce que encore une fois, le pays s'était enthousiasmé en faveur de la tenue de cette réunion chez lui. Mais bon, j'espère qu'elle se tiendra ailleurs. Tant pis, désolé pour le Maroc. En France, le président de la République est au courant. Enfin, je veux dire, il a eu l'ouvrage. Je crois que je l'ai évoqué auprès de lui, mais très brièvement à 2 reprises. Voilà. Je continue à espérer. Il a fait bon accueil. C'est-à-dire que vous lui avez remis l'ouvrage et il a paru intéressé par le projet. Oui, mais j'étais parmi bien d'autres qui lui transmettaient des messages. Je veux dire, il m'a entendu, ça j'en suis sûr. Et voilà, j'espère qu'il y aura un jour quelque chose qui se déclenchera. On peut aussi dire on peut espérer que la jeunesse s'empare de ces valeurs qui sont un trésor sur lesquels on peut travailler, et que notamment dans certaines universités prestigieuses, à Berkeley, à Oxford, ou également... Je crois qu'on commence effectivement à voir dans ces universités des enseignements sur cette thématique. Oui, je pense éthique et économie. Que les jeunes peuvent, j'espère, s'emparer de ces idées pour faire un collectif sur le sujet. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, bravo pour tout le travail que vous avez fait, comme je le rappelais en introduction, depuis 2009, donc ça fait 12 ans,
il y a eu des étapes importantes, c'est loin d'être fini. Et j'espère les auditeurs qui nous suivront alors sur une chaîne peut-être comme YouTube ou en tout cas sur le site, certainement sur le site de la Fraternité d'Abraham, ça les encouragera à acquérir ce livre qui est vraiment passionnant. Voilà, merci de le montrer, Roland. Éthique et économie. Bravo à la Fraternité d'Abraham d'avoir repris ce projet en grande partie à son compte, d'avoir fait progresser. Tout à fait. Remerciements à Edmond Lille qui vous a soutenu. Je voulais citer Lille à qui j'en ai parlé au début et qui a adhéré tout de suite au projet, et son apport permanent a été extraordinairement important dans la tenue de nos réunions, dans la préparation de cet ouvrage et dans la diffusion de cet ouvrage. Voilà. Merci à vous deux, merci Roland Burrus, merci Bernard Rezambert, et merci à tous les auditeurs qui pourront vous entendre. Au revoir. Au revoir. Au revoir.